Notre travail vise à sonder la discontinuité entre les particules élémentaires de la personnalité et ses structures complexes. Les particules élémentaires sont les dispositions individuelles et les structures complexes sont les dispositions collectives. Les particules élémentaires de la personnalité sont fondées sur 4 pôles de base. La manie, la dépression, la paranoïa et la mélancolie. Autour de ces pôles gravitent l'obsession, la phobie et le souci du corps ou somatisation. Les 4 pôles constituent 2 axes. Alors ici on a la manie, la dépression, la paranoïa et la mélancolie. Et au centre, à l'intersection, on a l'autisme. Les 4 pôles constituent les extrémités de 2 axes, l'axe thymique avec manie et dépression, et l'axe de la tendance à interpréter avec la paranoïa et la mélancolie. Au croisement de ces 2 axes, l'autisme. Quant aux structures complexes de la personnalité, elles sont composées de différents systèmes, liés à la parenté, l'économie, la politique, ainsi que des systèmes éthiques et religieux. Les structures complexes sont incorporées par le sujet. Elles se transforment avec le développement de l'individu et l'évolution sociétale. À la naissance, avant l'incorporation de ces structures, on assiste à un processus d'assignation de l'individu. Dès la conception, l'attribution de signes existe et celle-ci s'accélère à la naissance. Un prénom est attribué au nouveau-né, des vêtements, une forme d'alimentation, une manière d'en prendre soin et de le bercer. L'enfant reçoit une place physique et sociale. Il devient l'écran de projection de son entourage. L'oreille de la tante Marie, le nez de l'oncle Jean, le regard de la mère, la nérosité du père, etc. Nous pouvons désigner ce processus d'assignation de l'individu comme une disposition sociale. Ces structures complexes de la personnalité sont confrontées aux dispositions élémentaires, à savoir les 4 pôles de base qui s'avèrent relativement plastiques. C'est ainsi que l'examen du délire nous permet de viser les particules élémentaires de la personnalité. L'expérience délirante s'enracine dans les réalités sociales. Les persécutions sont une réalité attestée quotidiennement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elles sont bien réelles, tout comme les revendications et demandes de justice. De même pour l'infidélité, l'amour, le prestige social, la parenté, l'influence d'autres personnes, les références dissimulées. Les maladies et la ruine sont aussi des faits réels et ordinaires. La croyance religieuse reste le seul fait réel, paradoxal, puisque son existence est fondée sur un imaginaire collectif. Les autres faits sociaux sont des faits scientifiquement observables. Marie Miraflores vient d'énumérer les faits sociaux qui correspondent aux contenus principaux des délires, nommés délire de persécution, de revendication, de jalousie. L'érotomanie, la mégalomanie, le délire de filiation, d'influence, de référence. L'hypocondrie, le délire de ruine et finalement le délire mystique. Enfin, il existe aussi le délire nihiliste, dans lequel l'individu croit qu'il n'existe pas ou qu'il est décédé. Il serait impossible de spéculer sur le passage de ces réalités en croyances. Cependant, nous pouvons établir un rapport entre les réalités collectives et les fausses croyances. Les théories du complot constituent un bon exemple, car elles possèdent des éléments réels. Ainsi, nous pouvons nous demander comment les réalités collectives deviennent de fausses croyances. Un autre obstacle concerne les racines sociales des croyances individuelles impossibles. Ces convictions individuelles
sont en rupture avec les objets extérieurs. Nous ne devons pas nous étonner du fait que cette question reste sans réponse, étant donné la discontinuité présente ici entre le fait individuel et le fait collectif. Mais nous pouvons nous pencher sur les délires collectifs, en tout cas sur les croyances collectives non institutionnalisées. En effet, l'institutionnalisation des croyances donne en revanche une légitimation à l'idée, ce qui lui permet d'échapper à la désignation d'idées délirantes. Ainsi, toute croyance se rapproche du délire. La seule façon d'échapper à la croyance réside dans l'attitude d'incroyance, la posture du doute ou le scepticisme. Gardons le repère du délire comme croyance fondée sur une fausse information. Il nous reste la tâche de distinguer le vrai du faux. La science s'évertue à chercher des informations sûres et des lois objectives. L'institutionnalisation d'une idée constitue un garde-fou. L'institutionnalisation protège l'idée qui ne peut plus être considérée comme un délire. La science reste un ensemble de connaissances institutionnalisées par l'académie. L'université joue un rôle important dans la distinction du vrai et du faux, de l'admissible ou du non-admissible, de la réalité ou du délire. D'autres institutions jouent également un rôle dans l'imposition de la vérité. Les églises marquent les idées religieuses d'un sceau institutionnel qui les empêche d'être considérées comme délirantes. Mes mots deviennent chaque fois plus polémiques, car les luttes pour le pouvoir s'insinuent dans la constitution de la réalité-vérité. Ces combats se font à travers les différents systèmes sociaux, aptes à devenir des dispositions complexes de la personnalité. Nous avons dit science et religion, mais nous pouvons ajouter politique, parenté, économie. En faisant suite aux paroles d'Adam Lévesque, je ne vais pas conclure, j'avance uniquement des propositions initiales. L'expérience délirante s'enracine dans les rapports de force sociaux. On distingue différentes formes de délire dans ces rapports de force. Le contenu de ces délires exprime les rapports de force au sein de la condition hiérarchique présente dans les sentiments de supériorité et d'infériorité. La distinction radicale du bien et du mal constitue la condition des expériences délirantes. L'expérience délirante s'érige contre l'incertitude et l'inexplicable concernant l'existence du mal absolu. Après des décennies de pratiques délirantes, les personnes habituées à voir la répercussion de leurs idées apprennent à en maîtriser la communication. À tel point que ces idées délirantes sont souvent enquistées et tenues secrètes. Je ne parle pas de ça car ce n'est pas crédible. Telle est la caractéristique principale du délire, une conviction qui n'est pas crédible. Ainsi, la position sociale serait déterminante dans la détection du délire. La position sociale est la crédibilité de la personne qui parle. Esquirol et Jaspers se concentraient sur la fausseté et l'impossibilité de la croyance. Ils ne prenaient pas en considération la sociologie. Et pourtant, Jaspers était un disciple de Max Weber. Le premier facteur de crédibilité serait l'âge en tenant compte du passé de la personne. L'opinion favorable, émise par divers groupes sur la personne concernée, renforcera la crédibilité de celle-ci. Ainsi, la réputation, la confiance, l'image, la capacité à communiquer deviennent des critères de crédibilité. Tout comme la crédibilité des personnes qui font confiance à la personne concernée. Si Nelson Mandela disait que son courrier est piraté et que des espions lui veulent du mal,
Ce serait crédible. S'il rajoutait que ses voisins souhaitent voler sa voiture et que le gouvernement américain programme de le kidnapper pour mettre des choses dans sa tête à l'aide de puces électroniques de la start-up d'Elon Musk, qui est sud-africain et raciste, Ce serait étonnant. Les débats feraient rage sur les réseaux sociaux pour déterminer si c'est vrai ou faux. s'il disait que des extraterrestres ont ouvert son crâne pour y placer ses intestins, raison pour laquelle il a été enterré durant 6 mois sans manger ni respirer. Tout le monde serait perplexe. Les délires commencent par la perplexité des sujets délirants. Ils se rendent compte que tout le monde est troublé par leurs révélations, ce qui génère en eux de l'angoisse. Or, pour moi aussi, le monde est troublé et angoissant. Nous sommes des funambules, nous évoluons entre réalité et illusion. Des personnes respectables sont pistées, surveillées, humiliées, empoisonnées, droguées, espionnées, attaquées, menacées, persécutées. Leurs discours sont dignes de confiance, surtout lorsqu'elles restent discrètes. Telle est la base réelle de l'imagination. Le deuxième temps du délire est marqué par une élaboration anxieuse, une construction rapide afin d'expliquer les failles du monde. Ce sont des délires tant qu'ils restent dans la sphère de l'individuel. Lorsque de grands groupes de personnes créent de multiples constructions pour expliquer le surgissement des épidémies, des guerres et des changements climatiques, ces élaborations deviennent des hypothèses scientifiques. Lorsque celles-ci sont présentées comme des certitudes, elles deviennent des affirmations politiques. Lorsque ces idées ont une apparence irréelle, elles sont qualifiées de théories du complot. Le funambulisme devient pénible lorsqu'un savant est convaincu de la réalité d'une idée, bien que celle-ci soit partiale ou fausse. Sa légitimité donne néanmoins un aspect de vérité à son opinion. Ces constructions deviennent alors des certitudes inébranlables pour lui et pour quelques autres. La personne sous l'emprise du délire s'attaque aux principes des autres personnes et s'emploie à faire appliquer les siens. L'individu croit que quelqu'un lui porte préjudice. Lorsqu'il fait recours à la justice, il est question de délire de revendication. L'étiquette n'est plus la même. Le troisième temps du délire serait celui de la mégalomanie. Après la certitude, la grande puissance. Le sujet devient inspiré par Dieu lui-même. Selon les psychiatres, il gagne en apaisement et perd en crédibilité. Ce n'était pas le cas des prophètes qui s'opposaient au roi grâce à leurs inspirations divines. Ils étaient souvent tourmentés par les commandements de Dieu. En revanche, si le roi persuadait le peuple qu'il s'agissait d'un faux prophète, la tête de l'inspiré roulait. Selon Lacan, à mesure que le sujet monte l'échelle des délires, il devient de plus en plus sûr de choses posées comme de plus en plus irréelles. Le sentiment de persécution est lié à un persécuteur désigné. Par exemple, chaque accident au quotidien constitue une preuve pour le sujet que son voisin ou sa belle-fille veut lui nuire. Il peut aussi s'agir d'un complot organisé par le voisin avec l'aide de la belle-fille ou encore par une institution. Quand le sujet, convaincu d'être victime, demande réparation pour un mal imaginaire, il risque de devenir persécuteur. La soif de vengeance commence souvent par du harcèlement à l'encontre du persécuteur supposé. Donc, ce que tu appelles harcèlement à l'encontre du persécuteur supposé n'est rien d'autre que du harcèlement à l'encontre d'une victime que l'on accuse faussement d'être à l'origine d'un préjudice. Dans un sens, oui, la persécution devient réelle, même si le persécuteur invente des raisons. Nous abordons ici deux problèmes, celui de la persécution des peuples et des marginaux, et celui de la justice qui doit désigner la victime et le criminel. Le groupe persécuteur est un groupe dominant et plus puissant, à moins qu'il ne s'agisse d'un contre-pouvoir.
Le contre-pouvoir s'attaque à des groupes dominants. Il peut devenir persécuteur lorsqu'il s'attaque à des individus appartenant à un groupe dominant. Commençons par la persécution des peuples, des groupes et des marginaux, avant de nous pencher sur le problème ardu de la justice. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une persécution. C'est un type d'oppression consistant à appliquer à un groupe des traitements injustes et violents pour des raisons d'ordre idéologique, politique, religieux, sexuel ou racial. La différence d'idées se trouve à l'origine de la persécution. La persécution réelle est définie à partir d'une injustice réelle. La persécution réelle vient d'une injustice réelle. Au contraire de l'injustice subjective qui surgit lors de la persécution imaginaire. Le passage de l'injustice subjective à l'injustice réelle repose en partie sur le pouvoir de conviction du plaignant. Définir la persécution par l'oppression revient à déplacer le problème. Qu'est-ce que c'est qu'une oppression ? L'oppression, c'est le fait d'être soumis à l'autorité d'un pouvoir tyrannique. On presse, on étouffe. La puissance provoque l'assujettissement, la terreur, la perte des aspirations, de l'espoir, des libertés. Dans la réalité, on peut dire que l'oppression est la discrimination organisée d'un groupe. Le racisme, le sexisme, l'homophobie et la transphobie, et aussi l'agisme, le lookisme. Tous les adjectifs peuvent donc devenir discriminatoires. Le mochisme, le grossisme, le maladroitisme. Es-tu d'accord sur le fait que l'oppression est un sujet controversé ? Car il y a des accords concernant les différents types d'oppression. Oui. Et il y a aussi une sorte de concurrence entre les différents groupes opprimés, chacun pouvant considérer l'oppression dont il est victime comme plus importante que celle dont souffrent d'autres groupes. Il arrive aussi que certaines oppressions soient niées, particulièrement quand un groupe dominant croit être oppressé par un autre groupe et qu'il perçoit l'oppression qu'il impose à ce dernier comme un acte de légitime défense. S'il existe une concurrence entre les différents groupes opprimés, il existe aussi des intérêts contradictoires entre les groupes. L'homme noir peut profiter de l'oppression des femmes, et les femmes blanches peuvent profiter de l'oppression des femmes noires. Problème d'intersection. Après avoir scruté cette pointe de l'iceberg de l'oppression, nous pouvons revenir à la persécution et à l'origine latine de ce terme qui désignait initialement le fait de poursuivre quelqu'un lors d'une instruction judiciaire. L'instruction était perçue par les premiers chrétiens comme une oppression antichrétienne, une poursuite injuste, arbitraire et persistante. Le jugement d'une affaire par le droit est ainsi à double tranchant. Le jugement permet à une victime potentielle d'obtenir réparation, tout en risquant d'inverser les rôles. Lorsque le plaignant devient bourreau et le chargé coupable présumé devient oppressé. La victime réelle doit être distinguée de la position de victime, non ? Position de victime. Alors, tout un chacun peut s'installer dans la position de victime. Toute personne ayant le sentiment de subir une injustice peut revendiquer la reconnaissance de cette injustice afin de rendre sa position légitime. L'injustice se règle devant la justice, selon la tradition, selon la loi et les règles. Quant au harcèlement, qui est une forme courante de persécution, il se manifeste par des démonstrations d'hostilité et surtout par des actions répétitives. Le harcèlement moral ou physique s'exprime par des discriminations au sein de groupes sous pression. Chez les adolescents, le harcèlement se manifeste dans des groupes régis par les mêmes rapports de force, des groupes se définissant à l'aide de signes arbitraires d'appartenance et d'identité. Maquillage, marque de vêtements, façon de marcher, tic langagier. Le meneur entraîne avec lui une majorité du groupe contre un seul ou contre un groupe mineur de façon à instaurer une asymétrie de puissance. Dans le harcèlement scolaire ou bullying en anglais, le harceleur cherche ou crée une vulnérabilité chez le harcelé.
bullying, bashing, rackets, mobbing. Tous ces termes décrivent la multiplication des inventions violentes des uns et des autres. Ces mots anglais pourraient nous faire croire que le harcèlement violent est une invention anglo-américaine. Ce qui nous incite à pratiquer le English bashing. L'idée de persécution implique le sentiment d'être victime. Et selon le degré d'adhésion et de systématisation, la théorie du complot peut se manifester. Le complot réel se définit par un projet secret de prise de pouvoir dans la confrontation d'un groupe avec un autre. Karl Popper me fait rire avec son optimisme naïf qui essaye de nous faire croire que les complots réels sont presque toujours des échecs et que les conspirateurs profitent rarement de leur conspiration. Il pense qu'il va nous faire croire que c'est le bien qui gagne le plus souvent. Il suffit d'évaluer le nombre de dirigeants arrivés au pouvoir par la violence à l'aide de stratégies tenues secrètes jusqu'à l'assaut final. Le complot abouti ne se présente jamais comme tel, car c'est la version du vainqueur qui finit par s'imposer. L'affaire du Watergate a dévoilé des affaires illégales au sein de l'administration présidentielle américaine. La raison d'État permet aux membres de l'administration de s'écarter de certaines règles juridiques ou morales. Le secret d'État permet un mode d'exercice du pouvoir privilégié au nom des intérêts nationaux. Les secrets de fonction traversent tous les domaines: militaire, économique, scientifique, politique. Et les secrets font fantasmer. Les esprits éclairés ne se distinguent quasiment pas des esprits illuminés lorsqu'ils font des généralisations faciles et pensent que l'histoire officielle est menteuse et que la vérité est tenue secrète. Arnaud Delacroix, politologue subtil, accorde un point important à l'incidence de l'imaginaire dans l'interprétation politique. La théorie du complot comprise comme conspirationniste peut surgir à la suite de l'amplification imaginaire de faits réels. Durant la guerre froide, les espions existaient et cherchaient à s'infiltrer dans le camp ennemi. Le monde stalinien considérait ainsi que ses proches et moins proches conspiraient au profit de l'impérialisme capitaliste ou du trotskisme. Et de la même manière, le macartisme soupçonnait Hollywood et l'armée américaine d'être infiltrés par des communistes. Le pas suivant dans l'échelle de l'imaginaire consiste à abolir le hasard, la contingence et l'erreur, et à considérer tous les événements autour de nous comme voulus, issus d'un projet conscient, motivé par des intérêts souterrains, et supposer que certaines personnes sont capables de maîtriser les conséquences de leurs actes. Le secret et le projet invisible sont le terrain fertile de construction imaginaire. Nous ne développerons pas les différents domaines de persécution réels, à savoir les domaines religieux, sexuels, ethniques, moraux, sociaux. Nous avons choisi de poursuivre notre recherche sur la dynamique du sentiment de persécution en superposition avec les variantes de l'action persécutrice. La distinction radicale du bien et du mal constitue l'axiome de la persécution et de la revendication. L'incertitude quant à l'origine du mal demande une explication qui se systématise grâce à l'efficacité de la justification. La persécution est classée dans la sphère du mal.